Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Eurobois 2018, et nous allons attaquer cette matinale avec un sujet on va parler de maintenance digitale, de maintenance prédictive, un sujet qui est à la fois d'actualité mais qui est aussi quelque chose on va faire un peu de prospective. Avec moi pour en parler, monsieur Laurent Maziès, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la filiale Biesse France. Biesse France, rapidement, une petite fiche d'identité. Rapidement, Biesse France, c'est la filiale du groupe Biesse, groupe italien, 4000 personnes, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette filiale, elle est présente en France depuis 1995. Elle opère sur l'activité du bois, deuxième transformation, mais aussi dans les matériaux advance et dans l'activité du verre plat et de la pierre tranchée. À côté de vous, monsieur Laurent Couillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'une start-up qui s'appelle Optim Data. De quoi s'agit-il? Optim Data est une start-up qui développe un logiciel d'intelligence artificielle pour aider les industriels à créer des services digitaux, donc typiquement dans la maintenance digitale. Voilà, donc on va revenir vers vous très rapidement. En face de vous, monsieur Jean-Luc Prunier, bonjour. Bonjour. Vous venez aussi de la maison Biesse et vous êtes directeur des services clients. Expliquez-nous à quoi ça consiste. Alors, je viens de la maison Biesse. Je m'occupe de l'activité service client qui comprend le SAV, donc l'encadrement des techniciens, d'une hotline et également du service pièces détachées. À côté de vous, Olivier Dariot, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes délégué général du CIMOP. Du CIMOP. Le CIMOP, c'est le syndicat des offreurs de solutions. Donc, offreurs de solutions, parce qu'on a deux membres du CIMOP. Qui sont ici. On a les machines avec Biesse et on a, vous voyez, le logiciel et l'intelligence artificielle avec Optim Data. Et donc, on représente le secteur des machines qui s'étendent au logiciel, qui s'étendent à la donnée. Et on est vraiment dans ce sujet du digital. Du digital et dans le sujet du digital, il y a la maintenance prédictive, c'est ça? Exactement. Alors, ça fait partie. Une définition rapide de la maintenance prédictive. Expliquez-nous, parce qu'on n'est pas tous des spécialistes, expliquez-nous ce que c'est que la maintenance prédictive. Alors, plus largement même la maintenance digitale, ça peut se définir comme étant la capacité d'augmenter les techniciens ou les opérateurs d'une capacité de décision et d'intervention plus rapide par l'usage et l'interprétation des données dans la machine. Alors très concrètement, comment ça fonctionne? Très concrètement, il y a des séquences d'opérations qui sont détectées dans les données qui sont reçues des machines, et elles sont interprétées par des moteurs et des algorithmes, et elles viennent suggérer la bonne action au bon moment dans le contexte de production. Ça veut dire qu'à un moment donné, la machine va être capable de dire « attention, bientôt, ça va moins bien marcher », c'est ça? Exactement, elle est capable d'anticiper des mauvais fonctionnements qui ne sont pas forcément visibles sur les HMI, sur les consoles des machines, mais elle est capable de les détecter par des signaux faibles qui sont reçus depuis les capteurs qui sont mis dans les machines, puisque aujourd'hui les machines sont de plus en plus truffées de capteurs, et donc on est capable de détecter ces signaux faibles qui viennent solliciter ou suggérer une intervention suffisamment en avance pour caler l'intervention à un moment planifié, et donc éviter des arrêts non planifiés, ce qui est l'élément primordial du gain de temps. C'est ça l'idée. Puisque c'est ça qui améliore le TRS, le taux de rendement synthétique. D'accord. Alors, chez Biesse, vous êtes en train de mettre en place, ou vous avez mis en place, vous avez eu un prix hier soir pour un système qui s'appelle Sophia. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire comment ça marchait avant, et puis comment vous allez essayer de faire marcher les choses maintenant? Je prends la balle. Alors, comment ça marchait avant? Enfin, ce que vous avez mis en place, et comment ça marchait Comment avant? ça marchait avant? On a, comme l'a rappelé Jean-Luc Prunier, on a un service de techniciens itinérants. Il y en a 37 éparpillés aux quatre coins de la France en fonction de la dimension industrielle des différentes zones. Et on a une équipe de techniciens outliners qui sont les yeux et les oreilles de ces techniciens itinérants. 7 techniciens outliners aujourd'hui dans notre filiale, en passe de devenir 10. C'est une de nos problématiques. C'est-à-dire que quand un client est en panne, il appelle le service après-vente de Biesse France. La difficulté, c'est qu'un menuisier parle à un électromécanicien et à distance. Très souvent, on envoie, quand la panne n'est pas résolvable par téléphone, on envoie un technicien sur place qui devient l'aide en fait, de ce technicien itinérant. Ça, c'était avant. Donc effectivement, quand on parle de réactivité entre le décroché d'un appel, la compréhension entre deux personnes qui ne parlent pas un même langage, et parfois la difficulté à comprendre qu'il faut vraiment envoyer un technicien sur place parce qu'il y a une rupture qui ne pourra pas se solutionner par téléphone ou à distance d'une façon informatique, il y a du temps perdu, et c'est également pour ça qu'on parle d'une part de proactivité, mais également de travail sur la valeur ajoutée des machines. Voilà. Demain, évidemment, ça sera un sujet complètement différent.
Alors, le sujet de demain, on va aller le voir avec vous, Monsieur Prunier. Sophia, c'est quoi et qu'est-ce que ça va permettre? Alors, Sophia va permettre justement de récupérer toutes ces données qui se trouvent générées dans nos machines. Chacune de nos machines aujourd'hui génère environ 60 000 lignes d'informations, mais jusqu'à présent, on n'était pas capable de les traiter, ou seulement capable de les traiter lorsqu'on se connectait, lorsqu'il y avait un accident détecté par le client qui nous appelait, et ces détections téléchargeaient ces informations, mais l'analyse qu'on pouvait en faire était très relative. Donc demain, cette plateforme va permettre justement de mettre dans un algorithme toutes ces informations, de les traiter et de les rendre accessibles aussi bien pour nos hotliners donc, que pour nos clients. Donc pour ça, on s'appuie sur différentes sociétés, c'est-à-dire ces données vont être transférées dans le cloud, donc c'est bien des données qui sortent de nos machines, elles ne sont pas intrusives. Ces données vont passer également par une société sur laquelle on s'est appuyé, la société Accenture, qui va, elle, justement, traiter l'ensemble de ces données et les rendre disponibles et accessibles pour pouvoir les utiliser et en faire en tirer le meilleur parti, entre autres, de prévoir de futures pannes. En gros, ça veut dire que vos opérateurs hotliners sont devant des écrans Voilà. et à un moment donné, ils vont avoir une alerte, c'est ça? Voilà, ils vont avoir des alertes, bon, 3 types d'alertes, on va dire un feu vert, c'est que tout se passe bien, un feu orange qui va signaler justement un potentiel incident sur la machine, soit une pièce qui dysfonctionne, un moteur qui consomme trop de courant. Donc l'objet de cette information va être de prendre contact avec le client et lui dire c'est peut-être nécessaire de vérifier ce sous-ensemble de la machine. S'il a un service maintenance, bon, ça va l'aiguiller. Sinon, nous, on va planifier une intervention qui est dite prédictive et c'est donc du préventif. Oui, on va aller voir Voilà. ce qui se passe, parce que peut-être qu'il va y avoir quelque chose de plus grave. Voilà. Monsieur Couillard, vous dites que ça inverse les choses, en fait. Expliquez-nous un petit peu cet inversement des choses et des changements que ça va induire pour à la fois les fournisseurs de machines, mais aussi pour leurs clients. Si on regarde le schéma avant-après, on voit qu'avant, on venait analyser ce qui se passait dans la machine. Aujourd'hui, c'est la machine qui envoie ses diagnostics et qui est capable de solliciter le service. Donc elle a cette forme d'intelligence qui lui permet, à travers les données qui sont recueillies, de définir le modèle d'intervention, la suggestion de la meilleure action et l'anticipation des pannes. Donc on est dans un schéma qui s'inverse, puisqu'on est dans un schéma où la maintenance, le service après-vente, n'est plus en termes de calendaire ou d'intervention systématique planifiée, où on vient voir ce qui se passe, on fait les analyses, mais en continu, et ça c'est très important pour la performance, on est dans un flux continu d'analyse et de diagnostic et d'alerte. Donc on a inversé le flux d'informations entre les deux parties, entre l'humain qui vient intervenir et la machine qui connaît son état. Alors, on parle d'intelligence artificielle, je crois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce système va apprendre et va être normalement de plus en plus performant, c'est ça? Alors, le système se charge d'une intelligence collective déjà. Il y a beaucoup d'intelligence et de savoir-faire chez tous les techniciens. Donc le but, c'est de capitaliser cette intelligence-là parce qu'elle n'est pas toujours disponible au bon moment, au bon endroit, et de nourrir les algorithmes de cette intelligence-là qui apprennent des cas qui apparaissent au fur et à mesure. Et effectivement, on est dans une boucle d'apprentissage vertueuse, puisque c'est capitalisé, c'est restitué au bon moment. Donc quand on parle de technicien augmenté, on est en capacité d'augmenter un technicien qui n'est pas forcément du corps de métier, de l'électromécanisme, mais comme il est présent sur place et que la machine lui suggère de faire quelque chose, on va l'aider dans une tâche qui n'est pas forcément sa tâche dévolue, mais qui est en capacité d'intervention. Et donc on est dans cette intelligence collective qui est vertueusement positive, à la fois pour le producteur et à la fois pour le fabricant de machines. Voilà. Et l'homme est toujours au cœur de ce système. L'homme reste dans l'industrie un des maillons importants. On est de plus en plus dans des usines automatiques. Néanmoins, il y a quand même de la surveillance, il y a des interventions, il faut changer des pièces, il faut intervenir sur les machines. Et donc, il y a toujours un couple homme-machine. Il y a des données qui viennent des machines et des données qui viennent de l'homme pour savoir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Alors, Monsieur Dario, moi je voudrais savoir, c'est quoi? C'est un cap? C'est un nouveau cap dans le digital? C'est quelque chose qui va transformer les choses encore? Clairement, je disais tout à l'heure, là on a la représentation sur ce plateau des adhérents du CIMOP, c'est à la fois des constructeurs de machines et puis c'est aussi des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle.
Et on voit bien que l'industrie du futur, on est dedans, quoi. L'industrie du futur, c'est maintenant. Et effectivement, un système de maintenance digitale, ça nous paraît être un cap, comme le disait les deux Laurent, où tout d'un coup, les choses ne se passent plus comme avant. Il y a vraiment un avant et un après. Et ça pose des problématiques à nos adhérents. Et nous, on cherche à les aider sur ces problématiques. Il y a une claire problématique d'éducation du marché. Les clients ne sont pas forcément prêts, ne sont pas forcément dans la compréhension totale de cette avancée technique. Donc on pense qu'il faut... Enfin, cette avancée technique apporte un changement de modèle d'affaires qui est un modèle capital. Et donc il faut aider nos adhérents à éduquer leur marché. Il faut aider les clients de nos adhérents à comprendre ce que ça leur apporte en termes de création de valeur. Il y a clairement... une valeur qui est que la machine va continuer à fonctionner, elle va fonctionner beaucoup mieux, la productivité de l'ensemble du process va être améliorée. Et puis ça pose aussi des questions annexes qui sont importantes, hein. Ça pose des questions de normes, de règlements, ça pose des questions juridiques, ça pose peut-être demain dans les business models des questions de financement. Donc on voit bien que là on a une transformation totale du business, et cette transformation totale du business, il faut l'accompagner par des mesures qui sont assez larges et qui vont au-delà de la technique. C'est-à-dire que la technique apporte des solutions, mais il y a tout un environnement à trouver. Oui, il faut changer l'environnement en fait, hein. Enfin, ou accompagner le changement de l'environnement. Et c'est un challenge passionnant pour nos organisations professionnelles. Alors, vos clients, là sur Eurobois, vous leur en parlez, j'imagine. Comment, je ne sais pas lequel des deux veut répondre, mais comment vous abordez les choses et comment eux les reçoivent ? On fait une présentation générale déjà de leur expliquer ce que c'est la machine intelligente. Moi, personnellement, je suis assez surpris. Il y a une grande écoute et ils y trouvent un très grand intérêt. Ils comprennent bien qu'il va y avoir une révolution, qu'il va y avoir un changement dans leur process, leur façon d'accéder à l'entretien de leur machine, parce que c'est leur principale préoccupation. L'entretien de leur machine, la disponibilité de leur machine, l'efficience de l'utilisation de ces machines. Donc, ils y voient vraiment un très grand intérêt. Mais ils savent également que c'est une autre approche en termes de management pour eux, au quotidien, de leurs équipes. Donc, il y a plusieurs interrogations à ce niveau-là. Il y a aussi des interrogations sur la sécurité. Ça, nombreux nous en parlent. Mais je pense qu'ils vont très vite adhérer si on est capable, comme vous l'avez exprimé, de les informer correctement, bien leur expliquer et les accompagner dans ce changement. Monsieur Couillard, comment on fait cet accompagnement ? Quelles sont les bases, enfin, on va dire, de cet accompagnement et qu'est-ce qui change vraiment pour eux ? Je pense que Olivier le citait à juste titre, il faut vraiment regarder le sujet de façon globale. Donc c'est un vrai sujet de management dans lequel la technique est un des points, mais il faut arriver à englober tout ça dans un système qui soit les offres des fournisseurs de machines aujourd'hui vont évoluer vers des machines avec une offre de solutions connectées intelligentes, et puis à la réception chez les producteurs des changements. Alors il y a des changements d'organisation. Quand on parlait de maintenance prédictive, c'est simple, une machine qui va venir indiquer qu'une panne va arriver, ça vient transformer le processus d'intervention sur les machines, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas prévu ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est prévu qu'à un tel TAT, on change tel et tel composant. C'est prévu que si la machine a un vrai arrêt brutal, alors on déclenche une action. Mais si c'est une maintenance prédictive, quel est le processus organisé pour... Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça ne gêne pas ma production, Exactement. mais pour qu'aussi je sois capable d'anticiper cette panne qui va arriver. Voilà. Et dans une première phase d'ailleurs, la première phase qu'on fait, c'est est-ce que je crois à la machine quand elle me dit qu'il va se passer ça ? Parce que ça commence toujours par ça, le prédictif. Une fois que ça c'est validé, à ce moment-là, il y a une vraie évolution des processus de l'usine pour arriver à intégrer le prédictif dans le modèle. Parce que la première chose, c'est de douter en fait. Toujours. On est toujours dans un modèle où il y a beaucoup de gens qui doutent sur le sujet, il y a beaucoup d'expertise qui existe. On est dans un milieu industriel dans lequel il y a une quantité d'expertise, que ce soit chez les producteurs ou chez les fabricants. Et cette expertise-là, elle est toujours checkée, validée ou contrôlée par ce que va dire la machine. Donc il n'y a pas de croyance directe. Il faut d'abord prouver que le modèle fonctionne. Et une fois que le modèle fonctionne, on l'a mis en place. On a des modèles prédictifs qui tournent depuis maintenant 14 mois dans des grosses usines de production d'emballage. Donnez-nous votre retour d'expérience, on va dire. Ça a pris 6 mois à intégrer le processus de prédiction dans le système. Il a fallu plusieurs cas de déclenchement pour que les opérateurs viennent arrêter la machine, enlever la pièce qui était défectueuse, analyser l'état de la pièce
pour vérifier si effectivement l'état de la pièce correspondait à ce qui avait été prédit par la machine. Ça a pris 6 mois. Aujourd'hui, depuis 14 mois qu'on tourne, ils ont intégré le modèle de changement et ils sont très très réactifs, beaucoup plus réactifs que ce qu'ils faisaient avant sur les pièces de rechange. Ça leur a apporté une meilleure productivité, on va dire, mais les machines fonctionnent plus longtemps. Bon, ce qu'ils cherchent, c'est très simple, c'est la disponibilité des machines. Le vrai sujet, c'est de transformer un moment non planifié, d'arrêt non planifié, en un moment d'arrêt planifié. C'est-à-dire que si vous pouvez transformer un arrêt non planifié à un moment où vous avez de toutes les façons prévu d'arrêter parce que vous devez faire des opérations de maintenance, vous y gagnez énormément en disponibilité machine, en nombre d'unités produites et donc directement en chiffre d'affaires. Donc le producteur, ce qu'il cherche, c'est sa disponibilité machine en premier lieu. Il y a déjà des machines qui sont connectées chez Biesse. Oui. C'est une cinquantaine, c'est ça? Une soixantaine en Une France. soixantaine. Est-ce qu'il y a déjà eu des remontées, on va dire, d'informations, des interventions sur ces machines liées à cette prédiction de panne? Alors, on vient vraiment de démarrer, hein. Donc on n'est pas encore dans le... On intervient beaucoup plus rapidement, c'est clair. Donc là, on commence à voir la différence. Les clients sont surpris de voir qu'on les appelle alors qu'ils ne sont même pas rendus compte que la machine avait un problème. Mais on n'est pas encore dans l'interaction, c'est-à-dire dans l'intelligence de la machine qui va s'auto-médicaliser. Parce que, bien évidemment, ça viendra dans quelques mois. Voilà. Oui, on est dans cette phase, on va dire pour nous en tout cas, de montée en puissance de cette maintenance prédictive. On récolte les données, nos clients, on intervient. Pour l'instant, ils sont très surpris quand on les appelle justement sur un problème qu'eux-mêmes n'ont pas détecté. Et on est dans cette phase de collecte d'informations pour les rendre intelligentes. Tout à l'heure, on parlait de changement de process côté client, mais en interne également, l'approche au niveau de nos hotliners, nos techniciens. Oui, chez vous aussi, ça change. Bien sûr, il y a un changement d'approche. C'est non seulement pour les clients, mais c'est nous aussi. Il faut changer nos vieilles habitudes, de proposer des contrats de maintenance, on va dire, qui sont ciblés sur une liste lambda. Là, ça va être des contrats de maintenance personnalisés par rapport à l'utilisation que le client fait de sa machine. Donc nous aussi, on a toute une progression et un changement à mettre en œuvre au sein de notre entreprise, dans ce domaine-là en tout cas. Au sein du CIMOP, vous allez mettre en place des formations. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour justement informer vos adhérents et éventuellement les clients de vos adhérents sur ces questions de maintenance digitale et prédictive? En fait, nos adhérents sont des industriels et c'est vrai qu'ils sont... le business va mieux, donc ça c'est une bonne chose. Ils sont très pris par le quotidien et finalement ils innovent, ils inventent. On est dans une phase de go-to-market qui est particulièrement importante. Ils n'ont pas forcément le recul nécessaire pour imaginer comment ils peuvent se positionner, comment ils peuvent valoriser cette création de valeur chez leurs clients. Et c'est là où nous, on doit intervenir. Donc effectivement, ça passe par de la formation, de l'information. Très honnêtement, aujourd'hui, on est en mode de réflexion et on travaille beaucoup avec les grands donneurs d'ordre, les grandes entreprises comme Biesse dans le bois. J'étais tout à l'heure avec Safran au téléphone. Ces grandes entreprises sont en train de se projeter maintenant sur des systèmes complexes mais qui créent une valeur énorme. Et effectivement, le sujet pour nous et pour nos adhérents, c'est de se dire comment on arrive à accompagner ce mouvement, tant sur le point de vue business que sur le point de vue de la formation de nos équipes, que sur le point de vue de la formation de nos clients, comme sur le point de vue de l'environnement technologique, juridique, etc., qui est en train de changer. Alors, c'est très complexe, mais je pense que si on prend le sujet non pas sur le plan de la technique, en se disant, ben voilà, il y a de la maintenance prédictive, puis après on va passer au big data, puis après on va passer à autre chose, et là on est sur une roadmap technique, mais si on le prend sur la question du modèle d'affaires, ben là, on va créer de la valeur pour nos adhérents. Et moi, le grand sujet que je vois, c'est d'avoir beaucoup plus de transversalité parmi nos adhérents parce qu'ils ont maintenant la même problématique. Et ce que je peux vous dire, c'est que le CIMOP qui fonctionne avec 12 groupes un peu cloisonnés, il y a un groupe bois, il y a un groupe emballage, etc. Ça permet de se parler d'une manière horizontale. On doit se transversaliser, on doit créer des ponts, on doit être fort ensemble et on a tout le réseau connecté pour pouvoir le faire. Donc c'est notre enjeu du moment. Alors on arrive presque au terme de notre échange. Je vais vous demander à tous les trois une petite conclusion, à tous les quatre une petite conclusion, de dire comment vous voyez l'avenir finalement et est-ce que les premiers retours que vous avez sont positifs ou...
Alors, d'un point de vue commercial, je vais me placer comme le directeur général. C'est clair qu'au-delà de la maintenance prédictive qui va améliorer notre activité, on va travailler sur la valeur ajoutée. C'est aussi une manière de développer le business parce qu'on développe un rapport de confiance entre un client et un fournisseur. Parce que la panne est autorisée. C'est après la réactivité et la prise de responsabilité sur une panne. Quand on livre une machine, on va former et éduquer un opérateur à l'utilisation de cette machine, à la création de programmes, mais aussi aux opérations de maintenance. À un moment donné, notre transfert de compétences, est-ce qu'on l'a bien fait, mal fait? On a des procédures, mais c'est toujours source à litige quand des arrêts de production sont coûteux et ça devient délicat. Délicat parce que mon métier, c'est d'être commerçant et je ne peux pas me fâcher avec un client. Voilà. C'est aussi une manière d'améliorer le business, d'améliorer la l'échange. confiance, la relation Exactement. de confiance entre le client. Voilà, et de consolider notre pérennité chez un client. Monsieur Couillard, sur votre expérience, à vous, dites-nous Oui, un peu. Juste pour commenter à chaud, je pense que la donnée, ça rapproche, mais pas la donnée toute simple, c'est la donnée interprétée, c'est-à-dire que c'est de la connaissance. Vous allez sur Google pour utiliser Wikipédia parce que vous cherchez de la connaissance. Et ça a attiré beaucoup de monde et ça a détruit tout le reste qui était autour. Le vrai schéma d'attraction, c'est est-ce que le système digital qui m'est proposé m'apporte quelque chose, il m'apporte une connaissance. Et je pense qu'à partir du moment où un industriel construit une démarche et un objectif qui est comment j'encapsule ma connaissance à travers des solutions digitales, à ce moment-là, il y a création de valeur pour lui et pour son client. Alors l'évolution de tout ça, nous on le voit comme un super système de production où justement cette inversion du schéma fait que l'interaction homme-machine va changer et le rôle opérateur-technicien va évoluer vers des choses extrêmement plus jeu, plus game dans la démarche. On est déjà en train de réfléchir. Plus ludique, pardon. On est déjà dans la démarche de faire interroger les machines à l'oral pour qu'elles le répondent. Parce que quand on a des grandes lignes, on n'est pas toujours devant l'interface de contrôle. Et donc à partir du moment où on a la machine qui connaît son état, est-ce qu'on est capable de l'interroger à l'oral et qu'elle réponde? Et donc on a des opérateurs ou des techniciens qu'on peut voir dans le futur qui se détachent un petit peu du HMI, de la console de pilotage de la machine, mais qui soient directement dans la gestion de l'usine, beaucoup plus mobile, mais toujours en interaction avec le système de production, comme si le système de production faisait partie de l'équipe et devrait faire partie de l'équipe. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est lui le point fixe sur des durées de 10 à 15 ans. C'est quand même lui le point fixe de la production. Alors, ça va très loin, mais très intéressant. On refera des émissions sur ce sujet. Oui, alors côté service, je pense que contrairement à la situation actuelle où un client nous appelle parce qu'il est en panne et donc c'est action-réaction, on va être capable de proposer de nouveaux services à nos clients et des services de conseil. Donc c'est pour moi le gros challenge qu'on va avoir à mener au sein d'un service après-vente, d'être capable de mener ce conseil auprès de nos clients. C'est de la formation aussi en interne parce que nos techniciens sont plutôt axés que sur la technique et il faudra être capable de restituer ce service à l'ensemble de nos clients en proposant des visites qui seront non seulement de visites prédictives mais de conseils également. Donc pour moi c'est le gros changement. Une question rapide sur le coût. Ça va me coûter à moi client? Oui, mais ça, vous allez gagner également. C'est-à-dire que toute disponibilité gagnée, On reconnaît les commerçants. toute disponibilité, heure de disponibilité d'une machine que vous allez gagner, forcément, c'est de la productivité supplémentaire sur votre équipement et vous allez y Donc gagner. ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. Vous avez le mot de la fin. Alors, le mot de la fin en 2 mots, mais c'est justement un point important. Le challenge de Biesse, c'est maintenant de persuader ses clients qu'ils créent de la valeur avec un système comme ça et qu'ils peuvent partager la valeur. Donc, on est vraiment dans un modèle d'affaires différent. Mais je conclurai sur 2 mots. Le CIMOP, il y a quelques années, a été à l'origine de la création de l'Alliance pour l'industrie du futur. Moi, je challenge particulièrement ici à Eurobois le mot futur, parce qu'on voit bien qu'on est en train de passer des caps dans cette transformation de l'industrie et que c'est l'industrie d'aujourd'hui. Hein. Et je terminerai sur le point qu'évoquait Laurent Couillard de la place de l'homme dans l'industrie. Hein. On a et on doit jouer, nous, un rôle sur l'attractivité des métiers industriels. Parce que qui dit machine intelligente dit homme intelligent dans la machine. Et finalement, le rôle de l'opérateur, il est extrêmement important dans ce sujet. Et beaucoup de nos adhérents peinent à trouver, à recruter, alors que les métiers de l'industrie sont en train de se transformer et ce sont des métiers extrêmement intéressants pour des jeunes qui ont envie d'aller dans le digital, etc.
L'opérateur, demain, dans l'industrie du futur, va être un opérateur extrêmement actif. C'est lui qui va prendre des décisions extrêmement importantes. Et ça, il faut le dire, il faut qu'on se batte pour l'attractivité des métiers de l'industrie. Donc c'est aussi un autre challenge. Voilà, c'est aussi un moyen d'attirer du monde. Absolument. Merci messieurs d'être venus Merci. nous voir sur le plateau de Merci. Batijournal TV. Une émission à retrouver sur les sites de nos partenaires, Eurobois 2018 bien sûr, et France Bois Forêt. Et à retrouver également sur le site de Batijournal TV. Merci à vous, à bientôt.